Hello à tous, ici Claire Virose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion. Qu'est-ce qu'Oser la reconversion ? C'est le podcast dédié aux reconversions professionnelles à quelques stades qu'elles en soient. Avant de vous laisser avec Sarina, l'invitée du jour, quelques mots sur ma formation pour créer sa boutique en ligne. J'ai envie de vous aider à construire une nouvelle vie et vous guide dans cette formation de A à Z pour créer votre e-shop. Je vous explique tout techniquement en créant en même temps que vous un e-shop et je vous partage mes conseils pour réaliser vos premières ventes. Toutes mes astuces qui ont fonctionné pour ma marque Claire Virose London. Si vous souhaitez vous lancer et oser avec moi, je vous donne rendez-vous sur www.clairevirose.podia.com. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. La formation est satisfaite ou remboursée, alors aucun risque à part celui de réussir. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Sarina Lavagne, fondatrice de Prescription Lab, une box beauté et une gamme de produits naturels accompagnée d'un magazine papier. J'avais adoré écouter Sarina dans un talk et je voulais absolument qu'elle transmette son énergie aux auditeurs d'Oser la reconversion. Au-delà de son énergie, j'avais surtout envie de montrer qu'une reconversion, ce n'est pas forcément un saut dans l'inconnu total. Ça peut être aussi le passage de salarié à chef d'entreprise dans un domaine qu'on connaît déjà. Après des études de droit puis une école de commerce, Sarina a passé 12 ans en marketing dans des boîtes qui font rêver. Thierry Mugler, Yves Rocher, Bourjois, Etam, L'Oréal, Dior. Mais sa carrière n'a pas été un long fleuve tranquille. Sarina s'est toujours remise en question. C'est pourquoi elle a décidé de reprendre ses études après presque 8 ans car elle s'ennuyait chez L'Oréal, de travailler dans la start-up My Little Box et finalement de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale et de fonder Prescription Lab alors qu'elle était en congé maternité à 40 ans. Alors avec Sarina, on a discuté de ces anecdotes à la Loïc Prigent du milieu de la mode et des cosmétiques, l'importance de se checker régulièrement comme elle le dit pour être sûr qu'on est bien dans sa vie et de faire des petits ajustements, comment financer sa reprise d'études, ses conseils pour se lancer à 40 ans alors qu'on a des engagements financiers, la nécessité de trouver un mentor et sa vision de la vie évidemment. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Sarina. Bonjour Sarina, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de te recevoir. Bonjour Claire, ravie de te rencontrer. Alors vraiment super contente de te recevoir parce que je t'ai écouté dans plusieurs podcasts et j'adore ton parcours, je trouve que tu as vraiment une super énergie donc j'avais hâte de te recevoir dans Oser la reconversion. Alors est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel ? Alors actuellement, j'ai créé et je pilote une marque qui s'appelle Prescription Lab. Prescription Lab, c'est à la fois une box avec des produits de beauté qu'on reçoit à l'intérieur et une marque propre qui s'appelle P-Lab Beauty, donc qui existe, c'est une marque naturelle que les femmes essayent. Et j'ai d'autres casquettes, je suis en train de lancer d'autres projets cosmétiques. Et en septembre dernier, j'ai lancé un bouquin qui s'appelle The Beauty Book. Et alors, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours universitaire qui t'a amené à ton premier métier ? Alors, parcours universitaire, oui, un peu compliqué. Je me suis cherchée, j'ai fait une prépa littéraire, je suis passée en fac de droit pour finalement atterrir en école de commerce, qui est finalement un univers qui me ressemblait plus. J'ai trouvé en fait le fait d'être plus en prise avec le temps, avec ce qui se passait, et j'ai fait mes premiers stages directement vers des métiers que je trouvais créatifs. Donc, je suis partie très vite vers de la mode. Premier stage chez Thierry Mugler, j'ai adoré, à la couture. Enfin bon, voilà, les belles années des maisons de couture. Et beaucoup en cosmétique. Et je suis partie faire notamment un VIE avec Sephora en Angleterre, à Londres. Et c'est des années que j'ai adoré. Voilà. Et j'aimais bien ce mix, tu vois, qu'on peut trouver dans le marketing, moi qui me suis cherchée, d'être très concret, de se dire qu'est-ce que veulent les femmes et qu'est-ce qu'elles voudront dans quelques années. Donc, tant au niveau du retail qu'au niveau des produits. Et en même temps, donc que ce soit, tu peux faire des sondages, des panels, tu mesures vraiment les femmes autour de toi. Et il y a un côté aussi très créatif et très esthétique. Tu essayes d'inventer des produits, du merchandising, des offres, et de la façon la plus belle possible parce qu'on est dans des métiers où le beau, c'est très important. Et alors, comment ça t'était venu les études de droit ? Tes parents font quel métier ? Alors c'est ça, c'est un héritage familial. Mon père était avocat, donc c'est venu de là au départ. Et je pense que j'ai une sensibilité littéraire forte. Mais en fait, la conclusion, c'est ce que font vos parents, c'est pas forcément ce qu'il vous faut pour vous. Tu t'es rendu compte très tôt parce qu'après une licence, on est jeune. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là ? En fait, je pense que je me rappelle surtout de passer énormément de temps en bibliothèque à réviser les cas, les lois, la jurisprudence, etc. Et je trouvais que ça manquait d'humain. Et c'est un ami qui m'en a parlé. Lui, il avait fait une école, il était déjà en école et il m'a dit, mais
ça te ressemble pas en fait. Après, je sais qu'il y a un moment où tu remets de l'humain quand t'es avocat, quand t'es conseil, etc. Mais les études, je m'éloignais complètement de qui j'étais. Et donc, je me suis dit, au pire, je me fais 1 an ou 2 en école de commerce et c'est pas grave, je pourrais toujours continuer, passer le barreau et être avocat en droit des affaires. Ça se fait pas mal aussi. Moi, je suis la fille de la sécurité. Tu vois, je suis pas du tout tête brûlée. Je me dis, voilà, l'un n'est pas perdu, l'autre revient. Tu fais ton école de commerce et tu sais, t'as des espèces de passerelles. Donc, j'arrivais en 2e année, etc. Ça allait plus vite. Et je pouvais toujours remettre un petit étage de droit par derrière et revenir à la voie initiale enrichie, ou alors je pouvais découvrir autre chose. Et c'est, en fait, c'est ce que je fais un peu souvent. On va s'en parler, mais dans mes expériences, je prends des risques assez mesurés. Je pense que je suis une fausse courageuse. J'aime bien savoir un peu où je mets les pieds. Et comment ça s'est passé avec tes parents quand tu leur as dit que finalement tu voulais pas être avocate comme ton père? Ah, ça les a étonnés, peut-être un peu déçus, mais ils m'en ont pas tenu rigueur. C'était un peu, ils se sont dit, ok, pourquoi pas. Je pense que j'étais quand même assez mature pour mon âge. Et pour être sincère, on n'est pas si proche que ça, donc c'était pas déterminant pour moi qui valide ou pas mon choix. D'accord. À la fin de tes études, comment ça se passe, ton premier job? Mon premier job, il est passionnant. Je me suis fait une bande de copains, tu vois, on se voit encore pour te dire à quel point je pense que c'est marquant les premiers jobs. Et c'était une team qui était assez géniale parce que, alors j'avais fait déjà une première expérience chez Yves Rocher avec qui je m'étais fait des super amis. Et Bourgeois, ce qui était canon, c'est que j'arrivais dans le monde de la couleur. À l'époque, c'était une filiale de Chanel. Donc nous, on était un peu le petit trublion du groupe Chanel. Tu vois, alors t'avais Chanel qui était très normé, très sérieux, c'était un peu l'armée. Et nous, on arrivait avec des idées, avec des brainstorms, avec des produits en disant, OK, on est petit, mais on est hyper malin, on va faire la différence sur le marché avec des publicités qui vont faire la différence. Et c'était un peu, tu vois, la petite pépette parisienne, pétillante, impertinente, drôle, etc. Enfin, c'est des années où je me suis fait des super amis. On essayait on n'avait pas beaucoup de moyens, mais on faisait des choses qui rentrent dans la salle de bain des filles, auxquelles elles soient attachées. Il y avait tu sais, des petits, je sais pas si tu te rappelles, les petits bourgeois mini, des petites ombres à paupières toutes petites, des petits glosses qu'on attachait au portable. C'était un peu, on regardait beaucoup ce qui se faisait au Japon, par exemple. Voilà, plein de petites choses comme ça. Et c'est vrai, et j'ai travaillé aussi avec un make-up artiste avec qui je me suis ultra bien entendue. On faisait les Fashion Week. Je suis allée à Londres voir des défilés. J'étais assise à 3 rangs de Kate Moss. J'étais hystérique. Non, c'était vraiment des années assez géniales, je trouve. Et puis tu travailles quand même, donc j'en reviens à ça, avec les labos Chanel à l'époque. Et c'était des labos où tu avais une expertise de la galénique, de la couleur, etc. Moi, ils m'ont tout appris. Et ultra pointu, parce que les filles, elles travaillaient aussi bien avec les studios de Chanel rue Cambon qu'avec nous, mais avec la même exigence, le même savoir-faire. C'était quoi ton job au quotidien à ce moment-là? Plusieurs choses. Donc, comme je te dis, l'idée, c'était de penser. Moi, j'étais au développement. Donc, qu'est-ce que les femmes vont avoir envie d'avoir dans leur trousse et dans leur salle de bain dans 2 à 3 ans? C'est très long de développer un produit cosmétique, donc ça peut passer par du trend looking, c'est-à-dire on va regarder des tendances, on va regarder des cabinets de tendances, ça peut être Nelly Rodi par exemple, on va regarder des reports de femmes au Japon, parce qu'à l'époque c'était beaucoup le Japon, en ce moment c'est beaucoup la Corée qui donne le pas, mais à l'époque le Japon était très 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 en avance, et tu vas regarder ça en disant ok, qu'est-ce qui peut être adopté par une femme française, qu'est-ce qui fait partie, et après tu le croises avec le mix de tes valeurs. Et donc de tout ça tu brainstorms, tu fais des listes de produits, tu les présentes à ton équipe, et de 15 idées tu vas en retenir 3-4. Les 3-4, après, tu vas briefer ton labo. Donc, les labos étaient à Pantin, donc on allait à Pantin. Des immenses paillasses, t'es en blouse blanche, etc. Et tu dis, bon, ben voilà, j'ai très envie d'un gloss. Alors, on avait cette ligne de gloss effet 3D, mais qui va plus loin, qui fait un effet un peu comme des lèvres mouillées. On a découvert, tu avais aussi un côté tech, tu vois. On a découvert cette nouvelle nacre qui a été présentée par tel labo. Est-ce qu'on peut l'essayer dedans? Et les filles te font des essais. Donc, la semaine d'après, tu reçois au bureau 10, 15, 20 petites flaconnettes, tu les essayes sur toi, sur d'autres filles. Est-ce que ça colle? Est-ce que c'est brillant? Est-ce que voilà, et tu regardes vraiment le produit sous toutes ses facettes et tu vas l'amener donc d'un produit que tu vas modéliser, un packaging, une formule dedans, en te disant comment je peux en parler en publicité. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ce qu'on a en ce moment, mais en pub, comment je peux en parler, comment je peux faire un joli merchandising, comment je peux faire du buzz et qu'une cliente donc qui va se balader dans un rayon de Monoprix, pourquoi pas, qui a littéralement, tu vois, elle va passer le rayon beauté en 3 secondes, elle va faire ça. Il y a quelque chose qui arrête son regard et qu'elle ait un coup de cœur. En fait, on a toutes plein de cosmétiques dans nos trousses. En vrai, ok, quand tu finis un mascara, un fond de teint, tu rachètes. Le vrai, on a déjà 15 rouges à lèvres. Enfin, moi, j'adore ça, donc j'en ai plein. Mais
Et en fait, c'est plus que il y a un peu de besoin, mais il y a surtout beaucoup d'envie. Donc, comment tu matches avec l'envie des femmes et comment tu fais qu'il y a un coup de cœur et qu'elles se disent, tiens, cette ombre à paupières, je vais me sentir plus belle, ou ça matche avec l'air du temps. Tu vois, je travaille aussi beaucoup sur les looks et collections. Et les looks et collections, c'est le fait, tu vois, par exemple, je te fais une caricature, mais au printemps, d'avoir un look, un univers très frais, t'as envie de ça, tu sais, le teint, il est un peu brouillé en sortant de l'hiver, etc. Donc, comment tu redonnes de la fraîcheur aux filles? Et par contre, tu vas te dire, au Noël, je veux un truc très glamour. Alors, cette année, peut-être pas avec le Covid, mais en général, les femmes se remaquillent un peu et voilà, elles réinvestissent un peu ce sujet-là. Donc, coller à l'air du temps et aux envies des femmes. Donc, hyper sympa. Ouais, c'est génial parce c'est vraiment du début à la fin en fait, avant même que Oui, ça existe et puis jusqu'à ce que ça arrive chez les clientes. Donc c'est très, exactement. C'est très ouais. large et c'est très long aussi, en fait. Il y a quand même un jeu de patience parce que tu t'y prends quasiment. Alors, les looks, ça peut être un peu plus court, mais c'est un an et demi, voire 2 ans en avance. 2 ans s'il y a de l'innovation. Mais passionnant, la vraie petite ruche. Que des nanas qui piaillent, mais hyper intéressant. Et je te dis, le fait, pour moi, c'est aussi le lien avec la mode, qui est aussi une de mes premières amours. C'est de regarder justement, bah, tiens, qu'est-ce qui sort dans les défilés, comment les femmes sont maquillées, est-ce que c'est très glamour, est-ce qu'on va vers du très naturel, etc. Et tout ça se mélange pour essayer d'offrir le produit just in time au bon moment, en disant, voilà, ça va répondre à leurs besoins. Et c'est comment l'ambiance? Est-ce que c'est comme le diable s'habille en Prada Alors, non, en cosméto, pas trop. C'est un mélange de carré, ça papote quand même. C'est des filles qui ont des vies assez riches. Le diable s'habille en Prada, je t'avoue, je l'ai un peu plus connu quand j'étais dans des maisons de mode. Notamment, je te parle de mon stage chez Mugler. C'était à mourir de rire. C'était très, très drôle. Là, c'était vraiment, oui, le diable s'habille en Prada, avec des personnalités atypiques. Quand Monsieur Mugler arrivait, tout le monde était au garde à vous. On parfumait. Il disait, il arrive à 10h, il arrive à 10h, donc tout le monde faisait tout beau. Et son assistante allait parfumer le trottoir, le hall de l'immeuble. Il avait un ascenseur privé, elle allait parfumer son ascenseur jusqu'à ce qu'il monte au studio. C'était extraordinaire. C'était une autre. Je pense que c'est un autre monde. Je sais pas si ça existe encore à ce point-là dans les maisons. Mais oui, oui. Dans Mugler, j'ai vraiment connu ça. Et j'avais une directrice commerciale flamboyante. Elle me faisait penser à Sue Ellen. Alors, non pas qu'elle buvait, mais elle avait l'espèce d'énorme choucroute, etc., etc. Et elle arrivait au bureau avec Mugler, elle faisait des énormes manteaux de fourrure, hyper glamour, magnifiques en vison, qui devaient faire 40 kilos. Et elle arrivait au bureau, et attends, là, je me tire mon indice, ça s'attend pas. Elle arrivait et elle poussait son manteau comme ça, qui tombait au sol. Et c'est le truc s'étalait, et son assistante se dépêchait d'aller ramasser pour le mettre sur son porte-manteau et tout. C'était un cérémonial. Très, très drôle. Très, très drôle. Non, c'est des c'est mondes un génial. peu fous. Ouais, ouais, c'est très, très drôle. Donc ça existe vraiment alors, Ah ouais. oui, mais complètement. Ça existe vraiment. Ouais, non, non, il y a des Et chez Dior, c'était comment? Et chez Dior, c'était alors la vraie maison de couture aussi. La maison des filles sont très apprêtées, j'ai trouvé. Tu vois, elles font très attention à leur look. Ce que j'avais moi perdu en fait parce que je suis allée chez Dior après, mais moi je venais de start-up, on était beaucoup plus cool. Et donc elles sont très maquillées, très apprêtées. Par contre, il y a un côté LVMH très carré, très sérieux. C'est un peu l'armée en fait. Dior, c'est une énorme maison qui rayonne à travers le monde avec énormément de pression. Donc j'ai pas retrouvé entre guillemets l'espèce de grain de folie que j'avais chez Mugler. C'était au contraire, c'est très très ordonné. Donc Ouais, un peu plus diva quoi oui, chez ouais. Mugler, Ah ouais. mais Mugler, mais c'était très, très C'est drôle, génial. un peu n'importe quoi. Et j'ai eu des moments, j'ai adoré, tu vois, j'ai eu un essayage avec justement Ivanka Trump, la première femme de Monsieur Trump. Et donc qui est arrivé, limo, machin. Enfin, c'était vraiment des personnalités, tu vois. C'était vraiment complètement fou. Ouais, des femmes hors normes. Il y a Jerry Hall aussi qui est venu faire. Alors on nous avait dit non, vous allez pas la regarder, etc. On est tous un peu regardés dans le boom. Et non, mais t'avais des femmes extraordinaires. Moi, j'ai vendu des robes à des princesses arabes qui venaient pour acheter des Qataris, des robes de mariée. Et en fait, comme c'était des hommes qui prenaient les mesures, et là, elle voulait pas être vue par des hommes en sous-vêtements. Donc, c'était moi qui étais allée prendre les mesures. Et donc, j'étais allée discuter avec elle de son mariage. C'était assez extraordinaire. Non, non, mais j'ai eu des moments vraiment d'exception avec des choses à vivre qui sont assez étonnantes. Pareil, des filles de dirigeants, de présidents d'Afrique qui arrivaient avec et qui payaient en mal Vuitton, etc. Enfin bon, c'était toute une histoire. Non, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Ouais, c'est du Loïc Prigent, mais sous acide. C'était terrible. Ouais, c'est génial, j'adore cette histoire. Et alors, donc, tu fais comme ça quelques années, donc chez Yves Rocher, Oui, Bourjois, L'Oréal. oui. Euh, alors, à chaque fois, je voulais te poser la question, parce qu'à chaque fois, tu restes à peu près 2 ans.
Ouais, je reste Euh, entre 2 et 3 ans, parfois 3 ans et demi. Ma moyenne, c'est plus vers 3 ans, mais oui, en fait, je me suis beaucoup cherchée. Déjà, j'avais envie, j'ai eu du mal à trouver, je pense, le mix parfait de l'excitement des débuts. Moi, enfin, c'est un peu comme en amour, je fais un peu des parallèles, je sais pas si c'est très heureux, mais c'est un peu ça quand même. Tu vois, je trouve que les débuts, c'est un peu l'amour, l'amour dure 3 ans. Les débuts, t'es tout feu, tout flamme, tu te découvres, t'as plein d'envie, t'apprends plein de choses. La deuxième année, t'es bien, tu te reposes dessus, c'est l'année de la sérénité. Et la troisième année, tu te dis, mais en fait, je tourne un peu en rond quand même, en fait, dans cet univers-là. Et je trouve que les entreprises, souvent les grosses boîtes corporate, au lieu de te dire, on va développer ta créativité, on va regarder comment aller plus vite, etc. Bon, surtout à l'époque, c'était il y a 20 ans, donc voilà. Sont vachement en mode, oh bah tu sais le faire, bah continue de le faire. ouais. Et tu vois, et je trouve ça dur, et tu vois, et il faut reporter à ton N+1 qui reporte au N+1. Enfin, moi, j'avais quand même facilement 1 à 2 échelons au-dessus de moi avant d'avoir la DG, et j'ai trouvé ça, je pense que ça me correspondait pas. C'est pour ça qu'après, en fait, bah, je vais avancer un petit peu dans le passage, mais je suis allée faire un troisième cycle à l'IFM. J'avais envie de me recharger en créativité, en personnalité, justement un peu hors norme, parce que même si j'ai fait le côté manager, euh, tu es couplé entre guillemets avec les designers. Donc à l'IFM, tu travailles avec des équipes de designers. Et je retrouvais un peu justement la folie que j'avais vécue chez Mugler ou même chez Vuitton, parce que j'ai fait un peu de mode chez Vuitton aussi. Donc voilà, et j'avais envie de cette énergie-là. Et après, je suis partie, donc j'ai fait un passage justement par du retail en mode qui m'a fait du bien à la lingerie Etam. Et c'est là où j'ai commencé. Et j'étais pas dans la grosse machine Etam, etc. Je travaillais sur des collections capsules pour revamper, rendre plus sexy ce qu'ils appellent les flagships. Donc c'est leur grand magasin, c'est Etam, c'est une marque populaire qui a un maillage en France un peu partout, mais ils ont quelques gros magasins comme à Paris, Bordeaux, Marseille, etc. Et il faut les rendre un peu sexy. Et c'est les rendre sexy avec une clientèle qui peut aller voir chez Oil Show, Princesse Tam Tam à côté, etc. Donc moi, je faisais des petites collections capsules sans trop de moyens, mais que ce soit dans le nord de la France, autour de Lille ou parfois avec le Maghreb, pour coller à l'air du temps et pas se dire je fais l'imprimé qui va à tout le monde, le truc qui va à tout le monde, parce qu'il faut nourrir tous les magasins de France en disant moi ma cliente elle est pointue, qu'est-ce qui va la faire venir? Donc j'ai commencé par faire tu vois des collections avec Liberty of London que tu dois très bien connaître. Et j'adore. Mais moi aussi, j'adore ces magasins, j'adore la boutique et voilà et c'était mythique. Et Etam, quand j'y étais, c'était déjà il y a une dizaine d'années. C'était entre guillemets en train d'opérer SAMU, mais c'était pas aussi sexy que maintenant. Il y avait pas l'importance du défilé. Le défilé commençait, donc j'étais au bon moment. Je mettais ma pierre à l'édifice, mais voilà. Et donc il a fallu convaincre Liberty of London de venir faire des vrais collabs avec nous. On avait fait des super vitraux Fanny, etc. Je faisais des petits sans hyper sexy, des bloomers, tu sais, c'était les années bloomers, etc. Enfin voilà, il y avait plein de choses à faire. Et hyper vite, en fait, de là, je me suis dit, mais j'ai pas de sous pour faire mes collections, pour faire du buzz autour. Comment est-ce que je peux faire? Ce que je faisais, c'est que j'ai commencé à inviter des blogueurs à venir faire leur collection. Et donc, à l'époque, donc des filles qui étaient blogueurs, j'ai fait 2 collections, par exemple, avec Cherry Blossom Girl. Et en me disant, cette fille, j'adorais, tu vois, à l'époque, ouais, voilà, j'adorais son univers. Maintenant, c'est super ce qu'elle fait, mais elle parle beaucoup ses enfants. Mais à l'époque, elle avait un univers sexy rétro, très poupée, que je trouvais trop joli et qui manquait à Etam. Et en fait, je l'ai invitée, et on en a fait plusieurs parce que ça a cartonné, parce qu'elle avait cette fraîcheur qui était pas de se dire, il faut que j'en vende 500 000 pièces dans toute la France. On faisait une petite série, 5 000 par-ci, 10 000 par-là. Elle faisait une collection capsule, et donc elle avait son petit univers dans la boutique qu'on recréait. J'ai acheté aussi des objets pour aller autour, des petits goodies un peu kawaii parce qu'elle était beaucoup là-dessus. Et elle, en échange, donc prévenait, et sa communauté qui était à fond venait déjà acheter en magasin. Et donc moi, j'avais pas à mettre un énorme ticket, en fait, entre guillemets, pour faire du buzz. Les filles faisaient le buzz naturellement, et on s'éclatait ensemble d'un point de vue créatif. Donc déjà à l'époque, beaucoup de collabs. Et c'est ça qui m'a fait plonger vers l'univers, entre guillemets, d'Internet. Parce que par ces filles-là, j'étais fan. C'était les débuts de Pinterest, c'était les débuts du blogging. J'ai commencé à suivre ces filles qui avaient des communautés. Et j'ai été repérée pour partir chez My Little Paris à ce moment-là. Et c'est là où j'ai fait le vrai jump vers Internet. Attends, avant de parler de tout ça, parce que du coup, tu es passé très rapidement sur ta reprise d'études et Oui. je voulais on en parle un peu plus longuement parce que ça Mm-hmm. s'est fait au bout de combien? 7 ans à peu près Ça, après ça avoir... faisait 8 ans. Ouais, ça faisait 8 ans que Voilà. je bossais. Et en fait, oui, je suis arrivée à un moment, et je pense que c'est important d'en témoigner, le dire, etc. Parce que parfois, tu bosses depuis des années et tu te dis, je suis pas sûre d'être au bon endroit. Je suis pas sûre d'aimer ce que je fais. Et en fait, t'es tellement dedans que tu t'arrives plus à zoom out. Et en fait, moi, je suis arrivée, je bossais chez L'Oréal comme une psychopathe de 9 heures du matin à 22 heures le soir sur des gros lancements. J'étais sur L'Oréal Paris à la DPGP, donc qui est la marque
de mass market du groupe. Et en fait, c'était L'Oréal dans ses grandes heures où tu passais ton temps à bosser comme un fou. On bossait même les week-ends. Enfin, ça ne s'arrêtait pas. Le matin, t'as l'Asie. Le soir, t'as les États-Unis. Enfin, voilà. Et donc, c'était une grosse machine. Et L'Oréal, c'est une machine qui est extrêmement cartésienne, sur laquelle, en fait, tout est, j'allais dire quasiment tout, enfin énormément de choses. Donc tu fais pareil. Le début de l'histoire, c'est un peu la même chose. C'est tu as des idées, tu as des concepts, etc. Tu les balances. Mais tous ces concepts sont moulinés en fait par les panels, panel Canty, panel Cali en France, à l'étranger. Et en fait, il y a un moment où en fait, contrairement à d'autres marques où tu restes propriétaire de ton idée. Ok, bien sûr, tu vas la faire évoluer, tu vas écouter ce qu'on te dit, tu vas écouter le retour du marché, mais là, il y avait un espèce de truc où, en fait, les marques que je lançais m'échappaient complètement, sont aspirées dans le système l'oréalien, et le truc, en fait, tout le monde va coller un sticker par-ci, un nom par là, un truc par là, et tu te sens un peu, en fait, dépossédé de tes idées. En dehors de ça, j'étais pas forcément fan du management de L'Oréal. Je trouve qu'il est vachement sur la compétition, et c'est pas forcément mon délire. Je pense que le boulot est déjà assez dur comme ça, sans exciter, en fait, en interne, la rivalité. Mais c'est des managements, bon, il paraît que ça change, j'en sais rien, je pourrais pas en témoigner. En tout cas, ce qui était sûr, c'est que c'était pas des années où j'ai beaucoup rigolé, et je me sentais vidée de sens, en fait. Je me disais, mais tu fais meeting sur meeting, tu parles à des gens, blablabla, bla bla. Finalement, on va te dire, bah non, regarde, 52% des gens décident de ça, donc c'est ça. Enfin voilà. Et en fait, je trouvais que c'était vraiment, entre guillemets, donner à la ménagère de moins de 50 ans, parce que c'est ce que tu fais en panel, ce qu'elle a décidé que tu lui donnais. Mais donc, tu peux pas faire de l'avant-garde, parce que l'avant-garde, ça nécessite forcément de prendre un petit coup de risque, de prendre un coup d'avance. Si tu fais que des panels à des femmes qui leur disent qu'est-ce que vous voulez, eh ben elles te sortent ce qu'elles veulent, mais il y a aucune imagination. C'est pas leur métier d'imaginer. Tu vois, elles peuvent te dire un peu comment elles perçoivent, vraiment les grands attendus. Mais voilà. Et là, en fait, c'était vraiment, moi, j'avais l'impression de déshabiller mon concept pour le donner en fait au plus de monde possible, et je m'y retrouvais pas. Et donc en fait je me suis posé plein de questions, et je me suis dit mais en fait j'étais pas complètement sûre de vouloir changer de métier. Ce que je me suis dit, c'est que je me dis j'ai besoin d'un break, j'ai besoin de respirer. Et à nouveau je te le disais, je suis pas forcément la personne qui aime les prises de risques les plus foufou, et j'avais pas envie de démissionner de façon sèche comme ça en disant on verra bien ce que tu trouveras ailleurs, ça me ressemble pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé un congé sabbatique d'1 an, en me disant ben tu prends 1 an pour toi, et au lieu d'aller à Bali, ce qui aurait pu être une option fort sympathique aussi, je me suis dit ben tu prends 1 an pour toi et tu vas faire l'IFM. Et c'est ce que j'ai fait à ce moment-là. Et en fait, tu vois, mais je l'ai maturé, parce qu'entre le moment, tu vois, où tu poses ton dossier, tu fais ton courrier, tu es reçu, tu as les concours, les oraux, etc. Je me suis dit au fur et à mesure, voilà, j'avais besoin de ce process de dire, parce que les gens me disaient mais attends, t'es super, t'es dans le sein des saints, tu fais un métier qui est canon, L'Oréal c'est top et tout. Oui, mais si t'es pas heureux en allant bosser, il y a quand même un moment où il faut se remettre un petit peu en question. Donc voilà. Et en fait, pendant tout le process, au contraire, moi, au lieu de me démotiver, ça m'a motivé. Je me suis dit, mais c'est canon, j'adore les gens que je rencontre, j'ai envie de faire des choses avec eux. J'avais même postulé pour avoir une bourse par le fonds Gessif. C'est qu'on peut avoir des bourses de reconversion, etc., etc. Et en fait, parce que je me disais même, mais ça se trouve, il faut revenir à tes premières amours, il faut revenir à de la mode, à de l'accessoire, etc. Et j'ai pas eu la bourse. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est pas grave. Entre guillemets, ça te fait tellement vibrer de rentrer dans cette école que s'il faut cramer tes économies pour les faire, j'ai cramé mes économies en le faisant. Donc, Ça, c'était une manière pour toi de après retourner dans la mode, parce que suite à ça, du coup, tu es allée chez Etam. c'était en fait en fin d'année, tu vois, j'ai eu le temps quand même de digérer tout ça, et en fait, je me suis surtout dit j'ai besoin de quelque chose de créatif. C'était pas forcément mode ou cosméto. Pour le coup, j'étais moins tranchée que ça, mais je m'étais retrouvée moi, je m'étais réalimentée en créativité, j'avais rencontré plein de gens passionnants, et à nouveau, je te parle des moments où je me fais des amis, parce que pour moi, ça parle vraiment des moments où tu gardes vraiment quelque chose de. Je suis évidemment quelqu'un qui suit à l'affect, hein, tu m'entends parler, tu le vois, mais c'était important pour moi d'avoir ça, et je m'étais dit tout est ouvert, mais j'avais envie de continuer de découvrir des choses. Et c'est en fait donc où je rentrais chez L'Oréal, parce que j'étais en année sabbatique, donc c'était l'année de la rentrée, entre guillemets, rentrée des classes, où je me disais bah tu retentes le coup, et pour le coup je touchais chez Etam ce que j'avais pas fait forcément en vrai après, je touchais au merch. Et là c'était hyper intéressant pour moi, parce que quand tu pilotes des flagships, t'es vraiment en train de te dire, tu vas même encore plus loin que ce que je faisais avant chez Bourjois. Tu dis, tu vas briefer le merchandising et ils te font un joli petit, tu as présentoir sur lequel tu mets tes glosses et tes produits. Là, j'allais faire l'événement au magasin. Tu vas suivre les ventes, tu vas former les vendeuses. C'était très terrain en fait. Et ça, je l'avais jamais fait. C'était canon. Canon, canon. Donc, je regrette pas. Donc, pour le coup, j'ai démissionné de chez L'Oréal et je suis partie chez Etam, où j'ai fait du retail et je me suis éclatée. Et donc, en fait, le message, tu vois, que je peux porter, c'est de dire, il y a des risques fous dans la vie, et quand on le sent vraiment, il faut les prendre, mais on peut prendre aussi des risques mesurés, et c'est très bien.
Oui, tu peux avoir cette sensation de changement et de faire quelque chose qui te plaît sans que ça soit un énorme changement, en fait. Exactement. Ouais. En fait, c'est pas, c'est voilà, où tu te fais le 180 degrés, où tu dis non, mais 20 degrés par 20 degrés par 20 degrés, c'est très bien. Il y a des gens qui ont cette passion dès le début, ils savent, ils disent non, mais ça, j'ai l'illumination, je veux vraiment faire ça. Tant mieux. Moi, je savais juste que je savais que je m'étais perdue en route et je savais que je m'étais retrouvée. Je me suis dit maintenant, il faut que tu t'écoutes. Il y avait aussi ce côté-là, je pense, chez moi, qui était, il fallait cocher des cases. Et L'Oréal, quand tu es un marketeur dans la beauté, ben, c'est un peu la case indispensable. Et voilà. Mais en fait, ça dépend vraiment de ton ambition, de ta façon de fonctionner. Moi, ça se faisait au dépens, tu vois, de mon imagination, de ma créativité, du fait d'avoir du leadership sur mes produits, parce qu'il y a 12 personnes au-dessus de toi, il y a des râteaux de hiérarchie énormes qui donnent leur avis. Donc voilà. Et donc, j'ai compris que ça n'était pas pour moi. Après, je pense que finalement, tu as fait des petits changements parce que tu t'es aussi posé la question régulièrement. Tu vois, je vois moi par rapport à mon parcours, j'ai été jusqu'à avocate sans me poser de questions. Et puis Mm. après, je me suis dit, bah non, en fait, ça ne me plaît pas. Et en fait, bah j'avais déjà 27 ans, donc tu vois, tu es obligé de faire un virage à 180 degrés parce que Le temps compte. j'étais très loin, voilà. Toi, au bout de 3 ans en droit, bah, tu t'es dit finalement je vais faire du marketing. Après, Mm. tu t'es dit je vais reprendre mes études. Après, la Mm. start-up. Donc finalement, tu vois, si tu prends le droit et là où tu es maintenant, c'est aussi un virage à Oui. 180 degrés, sauf que tu l'as fait, Que j'ai mis 20 ans à le faire. voilà. Mais tu vois ce que je veux dire? Je pense Oui. qu'aussi tu as la capacité de te remettre en question et de te dire bon, où j'en suis dans ma vie? Est-ce que là c'est pas le moment où je m'ennuie ou c'est pas fait pour moi? Tu te poses les questions régulièrement, quoi. Ça, c'est vrai. J'ai ce côté peut-être parfois un peu trop. Alors, il y a de l'affect beaucoup et cérébral aussi, de tout le temps me dire. Et alors, pour le coup, moi, tu vois, j'ai une sensation et une urgence du temps qui passe de malade. Depuis que je suis assez jeune, en fait, et d'autant plus que je peux te dire, maintenant, ce qui est fou, c'est qu'en effet, tu vois, j'ai 44, bientôt 45 ans, et je me dis, le temps est compté, et encore plus maintenant, tu vois, en fait, plus je vieillis, plus je me dis, ah là là, il n'y a pas de temps à perdre, bam, bam, si ça te plaît pas, si machin, évidemment, je me pose quand même 2 fois la question, mais si ça me plaît pas et compagnie, hyper vite, je peux faire des shifts parce que le temps est compté et je le vois tellement. Enfin, c'est assez fou. Mais à nouveau, c'est des personnalités et l'essentiel aussi, tu vois, c'est ce que tu disais par rapport à ton parcours. Je pense que c'est un moment ou un autre, c'est de se réveiller et tu l'as fait à 27 ans, mais ça vaut mieux que des gens qui peut-être subissent beaucoup plus le poids familial, l'héritage, les traditions, le sens du devoir, etc. Et de, ben, en fait, voilà, c'est fait et qui se réveillent à 40 ans et qui, pour le coup, font des grosses dépressions à 40 ans. Donc, Ah oui, oui. je pense que c'est une question de santé mentale aussi, de se trouver dans son boulot, on y passe tellement de temps, etc. Donc, et moi, à chaque fois, en fait, le truc aussi qui m'amène et qui fait que j'aime les petits changements, mais des changements réels, tu vois, hop, 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 c'est qu'à chaque fois, j'ai appris des choses, j'ai rencontré des gens passionnants, je me suis fait du réseau, etc. Donc, moi, j'en vois pas le côté négatif. Et autant peut-être, tu vois, à une époque, quand je rencontrais des RH ou des chasseurs de tête, ils disaient, mais ok, tous les 3 ans, vous changez, etc., machin. 2 ans et demi, 3 ans. Je disais, mais oui, mais regardez, j'ai appris ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et les mecs venaient aussi me chercher pour ce côté couteau suisse, touche à tout, hyper curieux. Et maintenant, j'ai envie de te dire, avec les millénials qui arrivent, la Gen Z encore plus, n'en parlons pas, mais les gens changent tellement de boulot. C'est fini. Moi, à l'inverse, tu vois, une amie là qui me disait, mais moi, j'ai 15 ans de métier, que j'ai connu d'ailleurs dans un de mes jobs précédents et qui est une fille super, me disait, j'ai 15 ans de métier. Elle me dit, je suis dure à vendre, je ne connais que les process de cette boîte, que la façon de fonctionner de cette boîte, etc., etc. Et maintenant, c'est devenu un handicap. Alors que je pense que Ouais. maintenant, des gens qui changent tous les 3 ans, quand même si tu restes 4, et encore, faut montrer. Moi, il y avait aussi beaucoup ceux qui restaient dans les boîtes, c'était beaucoup les planqués. Donc, Ouais. c'était pas les stars, tu vois. Enfin, je vais pas machin, mais et donc se dire, voilà, et prendre des risques, mais aussi comme toi tu l'as fait, c'est montrer aussi que je sais plus qui, je sais plus, j'entendais parler de ça, c'est un anthropologue qui disait ça, il disait la clé de l'intelligence, c'est l'adaptabilité. Et donc, je pense que changer de boîte, ça fait aussi que tu es souple, tu dis, OK, sur cette boîte-là, j'ai un prof, tu vois, j'ai un boss hystérique, mais la boîte d'après, j'ai autre chose, comment j'arrive à le gérer, comment ça marche, d'où viennent les idées, comment j'arrive à faire passer mes sujets. Alors, OK, ici, c'est plutôt l'armée, donc on va suivre la voie hiérarchique, on peut rien faire d'autre, on va faire le petit soldat, mais j'ai appris énormément de choses à chaque fois. Et ça m'a servi, tu vois, in fine, la boucle s'est bouclée quand, des années plus tard, on m'a demandé de monter ma boîte. Et là, il faut être très couteau suisse. Parce qu'en fait, tu vois, j'ai une amie qui me disait, ah, mais moi, j'ai envie d'être fleuriste. Et je disais, OK, c'est sympa d'être fleuriste. Mais est-ce que tu as réalisé qu'être fleuriste, OK, faire des fleurs, c'est un quart de ton temps, probablement.
L'autre moitié, c'est probablement l'autre quart, c'est d'être un très bon commercial. Le quart d'après, c'est d'être probablement un très bon comptable et de savoir bien envoyer ses factures au bon moment et de gérer son truc. Et le quart final, c'est d'être un très bon acheteur pour acheter pas cher et faire de la marge. Donc en fait, être fleuriste, faire des bouquets, c'est pas tant de... Et en fait, je pense que il y a plein de jobs maintenant sur lesquels, en fait, pareil, être un bon boulanger, est-ce que c'est être un bon boulanger ou est-ce que c'est un très bon communicant? Les croissants, honnêtement, on est dans une mauvaise adresse, si tu vas dans des bonnes boulangeries, il y en a plein dans Paris. Qu'est-ce qui te fait te déplacer? Est-ce que c'est pas la com que le mec va faire, l'Instagram, les buzz qu'il va faire, enfin, la décoration, le moment que tu passes avec lui? Enfin, je trouve que maintenant, on demande de plus en plus à être polyvalent, mais avec le côté soft skill aussi, mais toi aussi, tu as une marque de mode, et tu fais un podcast, on va se dire, mais rien à voir. Mais au contraire, tout à voir. Tu fais une marque de mode parce que ça montre ta créativité, ça montre ton empathie, ta capacité à aller vers les gens. Et l'un nourrit l'autre, et tu le vois aussi. Donc, tout ça font des écosystèmes qui se nourrissent. Et ça fait que, j'en arrive à ma conclusion, quand j'ai lancé Prescription Lab, quand ce fonds est venu me chercher, et ben, ça m'a permis de leur dire, ben, non seulement j'ai 20 ans de beauté, mais je vous vends pas que 20 ans de beauté. Et ça, sur la place de Paris, des filles qui ont 20 ans de beauté, il y en a plein. Je vous vends le fait d'avoir piloté une marque digitale avant, je vous vends le fait d'être lié à de la mode, d'avoir fait des collabs avec de la mode. Je vous vends le fait de savoir manager toutes sortes de tempéraments, entre guillemets, très jeune à très vieux. Je vous vends le fait d'avoir été hyper débrouille dans plein de mes métiers. Oui, c'est vrai qu'en fait, c'est assez marrant parce que je trouve que dans les grandes entreprises, ben moi, c'est l'expérience que j'avais eue en plus quand j'étais avocate, c'était qu'on va vraiment vers d'une hyper spécialisation. Et c'est l'inverse quand tu lances ta boîte, où là, tu dois être un peu touche à tout sans être très spécialisé. Et c'est ça qui est génial, je trouve, avec le fait de lancer sa boîte, c'est que voilà, il n'y a aucune journée qui se ressemble, on fait plein de choses. Et toi, du coup, je voulais parler de ton passage chez My Little Box, en fait, juste avant de... donc ma question c'était donc t'as fait juste en fait juste après Etam t'as fait My Little Box, donc là c'était un petit passage startup. Exactement. En fait, je pense que j'ai été spotée parce que, donc, comme je te disais, je faisais ces collections avec des blogueurs. Et puis j'avais ce côté un peu touche à tout, un peu de mode, un peu de cosméto qu'ils aimaient bien et la personnalité. La box, quand je suis arrivée, c'est justement, ils avaient fait le test et ça marchait bien. Ils avaient fait un premier test et il y en avait 2 ou 3 qui avaient été vendus, qui avaient bien marché. Et ils se sont dit, OK, ça va pas être un truc en plus, voilà, là c'était, ils testent comme ça. On va en faire une vraie business unit. Et je suis arrivée, je l'ai amené, je crois, de 10-12 000 abonnés à plus de 80 000 quand je suis partie plus de 3 ans après. Et c'est vrai que c'était génial parce que My Little, ça a ce côté start-up dans le sens où tu fais beaucoup avec peu de moyens. C'était pas une batte facile parce qu'il y avait un rythme hyper soutenu là aussi, mais alors bon, étant passé par L'Oréal, je pense que voilà, j'étais bien rodée. Mais c'est pas du tout la start-up. On fait, enfin, jolie déco, etc. Mais on fait des baby-foot, etc., etc. C'est une boîte qui est vachement sur le rendement, qui est très sérieuse, etc. En revanche, ce qui était hyper intéressant, c'est que moi, ça m'a permis de plonger dans le digital. Ils avaient cette newsletter, tu vois, c'était il y a déjà 8-10 ans quasiment, enfin, ouais, j'ai commencé il y a 7 ans, donc la newsletter était hyper novatrice, hyper bien fait. Le fait d'allier le digital au physique et la box, c'était vraiment ça. Moi, ma mission, c'était de se dire, on a une vraie communauté avec My Little. Comment est-ce qu'on amène l'esprit My Little chez elle? Donc avec l'univers fait par Kanako, des petits goodies et des marques de cosméto que je connaissais et que j'aimais, avec qui on faisait des deals pour les mettre à l'intérieur. Donc j'ai fait aussi les premières collabs. Je pilotais aussi, j'ai relancé, ils voulaient l'arrêter, mais j'ai relancé la Gambette Box aussi, qui est une de leurs box, hyper sympa. Donc là, c'est vraiment ma sensibilité mode qui leur dit non, mais attendez, il y a un vrai potentiel, faut qu'on fasse des collabs, faut qu'on fasse ci, faut qu'on fasse ça. Donc ça, c'était hyper sympa. Voilà, donc plein de petits projets. Et moi, ça m'a permis de comprendre ce que c'était que le digital. Je suis passée je regarde des blogs, je traîne sur quelques sites, à OK, c'est quoi une newsletter, comment on met un site à jour, il faut qu'on refasse le tunnel de paiement, comment on anime la communauté. Donc au départ, en plus, on n'avait même pas de community manager, c'était un peu bidouillé en interne, et après on avait quelqu'un en particulier, enfin voilà. Et comment tu fais vivre la vie des box, qui est pour moi un univers assez canon pour dialoguer avec ta communauté. Parce que la box, tu vois, t'as le dialogue virtuel que là, toi et moi, on peut avoir, voilà. Et après, tu envoies les surprises à la maison. Et les filles, on a toutes gardé ce petit côté un peu, tu sais, la pochette surprise. Je sais pas si t'avais ça quand t'étais petite, mais la pochette Ouais. de Barbie. Garçon et fille. Et la garçon et fille, voilà, à la boulangerie, etc. Mais on aime bien ça, les surprises. Et donc voilà. Et donc moi, je me suis éclatée à la fois à faire grandir ce business qui représentait, quand je suis partie, quasiment plus de la moitié facilement de leur chiffre d'affaires. Donc c'était quand même très très gros. Et puis voilà. Et c'était les débuts aussi d'un e-commerce différent. Tu passais du e-commerce froid, sur lequel je te mets des choses sur un e-shop, c'est à vendre, il y a plus ou moins des réducs, etc., etc., à
je développe des newsletters, j'ai un ton qui est spécial, je te fais des surprises. Voilà, comment tu t'attaches à une communauté, comment tu crées une espèce de CRM, comment tu crées des surprises dans la surprise. Donc, évidemment, comment tu fais comment tu fais vivre tes communautés, les premières qui sont arrivées, les plus fidèles, comment tu les chouchoutes, comment tu essayes aussi quand même de séduire des filles qui viennent d'arriver, comment tu refais venir celles qui sont parties. Enfin voilà, comment tu manages en fait ton petit troupeau pour que il y ait toujours que les filles se disent ah mais en fait même si tu vois c'était un cadeau et ça y est je suis plus abonnée, ben en fait non ça me fait toujours plaisir. Et voilà. Et c'est vrai que c'était un univers non c'est un univers qui est assez passionnant. C'est ça qui t'a donné envie après de te lancer chez Prescription Lab? T'as vraiment aimé Euh, l'univers des box? Pas du tout. Moi, j'ai aimé l'univers de la start-up. En vrai, si je suis honnête, l'univers des box, je le trouve hyper dur. Mais je dois lui reconnaître une chose. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'étais repartie en mode d'ailleurs parce que c'était un de mes dadas, comme tu vois. J'étais repartie chez Dior et je n'étais pas complètement sûre que c'était l'endroit pour moi là où j'étais. En fait, je rêvais. J'avais été sollicitée pour un poste et je me suis dit tiens. Ça fait plus de 3 ans que je suis chez My Little. J'avais lancé genre 30 ou 40 box, etc. Tu vois, c'était énorme. Sachant que t'en fais 6 d'avance entre celles que j'ai faites, etc. Les one-shots, les opérations, etc. Donc, t'as plus de 30 box dans les pattes. Donc, voilà. Et j'ai été rappelée, en fait, on m'a proposé un poste chez Dior. Et à nouveau, c'est mon côté Mary Poppins, Avenue Montaigne, etc. Je me suis dit, allez, qui dit non à Dior? Personne, probablement. Et en fait, je me suis retrouvée quand même face à des limites qui étaient un peu évidentes. J'aurais dû me douter après, qui étaient de quand tu intègres, je pense que je pourrais retourner dans des grands groupes et dans du luxe, mais sur des positions plus de visionnaire, d'injecter des idées, de donner envie, et pas revenir en fait dans un organigramme hyper compliqué avec énormément de politique. Et voilà. Et donc c'était pas forcément moi. Et donc je me disais, ok, c'est un très beau, très joli. Magnifique business, tu vois, tu bosses à côté de l'avenue Montaigne, les gens sont super lookés, c'est hyper beau, etc. Mais en fait, en réalité, j'avais pas la main assez sur assez de choses. En fait, quand tu viens de start-up où tu as tellement de pouvoir, tellement d'autonomie, c'était un gros recul en arrière. Et donc, je me disais, OK, que faire? Et c'est à ce moment-là, en fait, ça s'est fait dans l'autre sens, que des investisseurs sont venus me trouver et ils m'ont proposé, ils m'ont dit, écoute, on a envie de faire quelque chose dans la beauté. Et donc, j'étais toute contente en me disant, ça y est, tu reprends de la page blanche. Et ça, c'était une opportunité géniale. Et je me suis dit, et comme toute fille qui a bossé 20 ans dans la beauté, tu te dis, faire ma marque avec mes codes, mes envies, etc., c'est génial. En revanche, ils n'ont pas mis beaucoup de conditions. Il y en avait quand même une qui était de se dire, on va pas mettre 2 à 3 ans pour lancer la marque de beauté comme ça se fait d'habitude. Ce serait bien si ça monétisait assez vite. Et donc là, je me suis dit, ok, la boxe, c'était vraiment le moyen que j'avais vu de faire comme un cheval de Troie, tu vois, pour faire connaître ma marque. En disant, OK, si je lance une marque de beauté lambda, le temps qu'elle émerge et qu'elle se fasse connaître dans le paysage très encombré et très expert. En France, les femmes sont très expertes en beauté. Elles savent, elles aiment, elles consomment, etc. Je dis, il y en a pour 2 à 3 ans. En revanche, si je fais une box mais différente, je vais pouvoir mettre un produit à moi dedans et quelle est la meilleure ambassadrice pour une marque qu'une fille qui l'a testée une fois par mois? Il y en a pas. Tu peux pas mieux parler d'une marque que quand tu l'as testée sur un grand format. Et donc, en fait, j'ai décidé de rupturer le marché. Et là, à nouveau changement. Donc, je suis repartie en start-up, mais pas une start-up déjà construite, une start-up où j'avais tout à faire. Et je me suis dit, OK, on va faire table rase. On va faire un mix des deux. Je vais et lancer ma marque et lancer une box en même temps. Donc ça, c'était vraiment le mélange des deux. Et je me suis dit plusieurs choses, mais j'ai pas envie. Cette fois-ci, c'est bon. Je connaissais, je t'avoue, et c'est ça aussi qui faisait que j'avais pas envie de tousser, le rythme fou des box. Tous les mois, nouveau partenariat, nouvel event, nouveau support, à la fois physique comme nous, parce qu'on a un magazine, et digital quand tu as des newsletters, et nouveaux produits à sortir, etc. Et nouveau buzz. Tous les mois, tu fais du buzz. C'est un rythme de fou, et c'est pour ça que j'ai une super équipe qui suit aussi, mais c'est un rythme qui est très dur. Mais je me suis dit, OK, jouons le jeu. On va faire ça. Et donc, je me suis posée sur l'idée de dire, OK, comment les box, il y en avait plein, il y a des gros leaders, etc. Et je me suis dit, OK, je veux pas une box qui soit bébé, entre guillemets, qui soit trop jeune fille, petite fille, etc. Tu vois, c'était pas de mon âge et c'était pas ce dont ni moi ni mes copines en avaient envie. J'étais enceinte quand ils sont venus me chercher, donc c'était aussi un moment, tu vois, pour me poser, réfléchir à des concepts. J'étais en congé mat, donc c'était un moment absolument parfait. Mais c'est aussi un moment où tu fais gaffe à ce que tu manges. T'as pas le choix. Bon, ça, c'est une chose. Et deux, tu fais gaffe à ce que tu te mets. Là, pour le coup, c'était vraiment quelque chose. Et j'ai vraiment pris conscience de tout ça. C'était donc il y a 5 ans et demi, tu vois, quand j'ai commencé à y réfléchir. Et donc, en fait, là, maintenant, on se dit, ben oui, la beauté clean et naturelle, c'est un peu une évidence en ce moment. Il y a 5 ans, ça n'était pas tant que ça. Donc, vrai pari de lancer une marque naturelle parce que je me disais, ben non, c'est pas ce que je recommande ni pour moi ni pour mon enfant. Et en fait, je commençais à avoir cette alerte-là. Et après, je me suis dit, je veux du haut de gamme. Et donc là, j'ai relié à la mode en me disant, je voudrais avoir un magazine hyper quali à côté
qui me donnent des idées, des gens cool, où ils sont, ce qu'ils font, etc. Parce que moi, je voyais dans ma vie, je commençais à courir partout, tout le temps, mais t'as vu machin, t'as vu truc, non, je ne sais pas qui sont ces gens, donnez-moi de l'information, de la curation. Et donc, d'où prescription lab, je te fais une prescription beauté, une prescription des gens à aller voir, et lab, parce qu'on avait notre labo. Et voilà, et enfin, notre produit à nous. Et donc, l'idée, c'est... et il y avait aussi une autre chose, une autre idée que je voulais injecter, et que moi, je ressentais vraiment, c'était l'idée d'avoir une beauté saison par saison. Parce que tu n'as pas les mêmes besoins printemps, été, automne et hiver. Et en fait, tu vois, ta peau, elle a comme une garde-robe. Évidemment, tu as plus besoin de la nourrir, de choses qui vont avec... Moi, tu vois, notamment, je mets beaucoup d'huile, tu vois, en hiver, quand je vais me coucher, parce que j'ai une peau mixte, ça se voit peut-être. Mais voilà. Non, t'inquiète pas. Et voilà. Et donc, en fait, en hiver, tu vas la nourrir. Au printemps, il va falloir continuer à détoxifier, la faire respirer, récupérer un temps frais. En été, tu vas avoir besoin de protection contre le soleil, tu vas avoir besoin de gommage. Et plutôt septembre, octobre, t'occuper de tes cheveux et le côté rebond de la peau. Et donc, voilà. Et l'idée, c'était plus... Donc, pour le coup, j'ai cassé le côté box. Je t'envoie des produits pour que tu les testes. Ok, ça va plus loin. C'est je te fais le meilleur programme beauté avec les meilleures marques du moment, dont la nôtre. Et c'est en ça que j'ai amené le changement. Et le changement après saison, c'est le sujet de ton livre d'ailleurs Oui, que tu as sorti. oui. Si tu peux nous en parler un petit peu. Oui, c'est adorable. Et ben, comme tu vois, la prescription, ça va faire 5 ans que j'y suis. Donc, à nouveau, c'était l'année du changement l'année dernière. Je dis, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de nouveau? Et j'ai eu la chance, j'ai les éditions W qui sont venues me chercher, qui étaient avant les éditions du CAS, et qui m'ont dit, ben, on aime bien ton profil, entre guillemets, enfin, un peu comme ce que toi, tu m'as dit quand tu m'as approché, en disant, voilà, je sais que j'ai pas une énorme communauté, je suis pas très connue, mais ils trouvaient que j'avais un ton original sur la beauté. Et eux, c'était donc des éditions du CAS. Ils cherchaient à passer de livres de cuisine à des choses un peu plus lifestyle qui rentrent dans la vie des filles. On dit, ben, on aime bien ton point de vue sur la beauté, est-ce que tu peux nous en parler? Bon, c'est un brief, pareil, très facile parce que finalement, page blanche à nouveau. Et donc là, je me suis rapprochée de Charlotte Daubet, qui est la rédactrice en chef du Prescripteur, donc qui est notre magazine. Et je dis, ben, Charlotte, on me propose cette nouvelle aventure, j'ai une petite idée de ce que je veux faire. Donc l'idée de la beauté après saison, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et il y a vraiment cette idée de aussi d'investir le temps, d'être dans le présent. Enfin, je sais, c'est aussi un sujet que tu avais évoqué. Et je voudrais qu'on le fasse et qu'on touche un peu à tout, parce que pour nous, chez Prescription, et ça, c'est vraiment une des choses qui me tenait à cœur depuis le début, tu vois, j'avais peut-être été, en rigolant, et j'espère que les gens ne savent pas s'ils le voient, mais traumatisée par L'Oréal, j'aimais pas le parce que je le vaux bien. Et en fait, je disais souvent après, et donc quand j'ai lancé Prescription, je dis, non, c'est pas parce que je le vaux bien, c'est est-ce que je le veux bien, la beauté. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est est-ce que tu veux. Si ça devient poussif, exigeant, en plus dans ta journée qui est déjà bien chargée, pas la peine. En fait, c'est bon, épargne-toi ça. Si par contre tu prends du plaisir, tu prends du temps pour toi, que ça te fait du bien à la tête, et ben là, ok, on y va. Et c'était vraiment ça, c'était un choix, c'était plus quelque chose d'imposé, une norme sociale, etc. Et donc on a ce côté très lifestyle depuis le début, parce que aussi un de mes vrais mantras, c'est être bien dans sa peau au sens propre du terme. T'es bien tu vois, la peau, c'est un vrai miroir émotionnel, et souvent les psys et les dermatos te le diront. Si tu as des problèmes de peau, c'est qu'il y a un affect quelque part. Ça reflète ta relation au monde. C'est l'organe le plus grand. C'est celui qui est vraiment, qui fait barrière avec le monde extérieur. Et donc, la peau, elle dialogue avec toi. Elle te donne plein d'indices sur ta façon de vivre, sur ce que tu ressens, etc. Et donc, voilà. Et donc, j'ai approché Charlotte et je lui ai dit, écoute, voilà, on a carte blanche. C'est assez canon. Moi, voilà, il y a un peu ça. C'est très lifestyle parce que je veux que les femmes, elles se sentent bien dans leur peau, et on n'est pas dermato, on va pas faire un bouquin de médecine de 50 pages sur la peau, etc. Et ça intéresse personne. Donc moi, je suis maman maintenant d'une petite qui a 4 ans et demi. Mes nuits sont courtes, je suis défoncée toute la journée. J'ai tellement de mal à lire le soir, je peux plus lire de pavé. J'ai besoin de quelque chose qui se picore. Et voilà. Et donc avec Charlotte, elle m'a dit mais ouais, go, on y va. Et c'était vraiment aussi dans l'esprit de ce qu'elle fait sur le prescripteur. Je disais à Charlotte au lancement, mais elle me dit mais c'est très vrai. Je dis en fait ce bouquin c'est une photo de famille. On a mis plein de gens qu'on adore, mais dans la beauté, à l'extérieur, et des gens qui spontanément ont dit oui, alors que tout le monde était débordé. Pour faire des interviews avec nous, ça va de Christophe André à Laurie Tillman, en passant par Joël Sioko, qui est la papesse de la peau. Et tu vois, on fait comme ça une espèce de petit florilège, en effet, et on a organisé ça, saison par saison, pour que tu puisses le prendre en automne si tu l'achètes maintenant, en hiver après, et en disant comment je me fais du bien dans une saison, comment en fait elle parle à ma peau, elle parle à ma tête, la luminosité va jouer, les astres vont jouer aussi. On est un peu dans un délire avec Charlotte, un peu mystique en ce moment, mais comme beaucoup de femmes, et je pense que ça fait du bien aussi. Enfin voilà, comment est-ce qu'on peut prendre le problème à 360 degrés pour que de façon assez évidente, t'es à la fois de la récréation en le picorant, t'as des rendez-vous avec toi-même, genre aussi des rendez-vous pour te donner un objectif, et à chaque fin de saison, c'est qu'est-ce que t'as fait de son objectif, pas pour te culpabiliser, mais pour t'aider à avancer.
Et moi, j'adore, je fais vachement ça, tu vois. J'adore me donner des petits rendez-vous, des petits objectifs, rencontrer des gens. Et voilà. Et donc, à chaque fois, on essaye de marquer la vie de nos lectrices en disant, faut que tu fasses un petit pas pour toi et on va t'aider à avancer parce que souvent, je trouve que les femmes, elles s'oublient sur la liste de leurs priorités. En fait, tu as plein de choses à faire, mais ça va être noyé avec ton job. Ça va être noyé avec ta famille, ton copain, tes amis, machin. Et en fait, parfois, il faut juste dire non, c'est je suis ma prio. Si je le fais pas au quotidien, ça ne viendra pas. Et tu vois, et notamment, tu vois, comme je réfléchissais évidemment à l'interview qu'on allait avoir, à l'échange qu'on allait avoir, mais en fait, parce que j'ai une jeune fille qui me disait oui, en fait, j'ai le temps, etc., machin. Elle était pas hyper épanouie dans son boulot, elle posait des questions. Elle me disait bon, bah j'ai le temps. Je dis bah, bien sûr, prends le temps. Moi, je suis la première à réfléchir beaucoup et à prendre des risques très mesurés. Je te dis absolument pas de tout larguer pour aller pêcher des perles à Tahiti, certes. Néanmoins, tu vois, moi, à nouveau, j'ai cette vraie conscience du temps qui passe. On en parlait tout à l'heure, tu vois, des 27 ans, et moi, hyper vite, j'essaye de me checker, etc. Et tu vois, là, je me réveille, voilà, dans quelques mois, je vais avoir 45 ans. La vie, ça passe vite, et la vie, c'est ce que tu mets dedans, mais pas genre en général, c'est ce que tu mets dedans, j'allais dire, toutes les semaines, voire tous les jours. Si tous les jours, tu fais pas un petit truc pour toi, mais que ce soit 15 minutes de soir, je dis ça, je le fais pas assez, mais j'essaie au moins de le faire un peu par semaine, et j'ai pas le temps comme tout le monde. Un petit peu de checker avec une copine, un petit peu de mettre un peu de sous de côté pour un voyage que tu as envie de faire. Bon, on est tous frustrés, mais ça viendra. Ou un petit peu de temps sur ton business, que tu le lances vraiment ou pas, ou le temps d'un échange. Si tu le fais pas, on va dire, le temps, c'est peut-être la journée, voire la semaine. En fait, tu le feras jamais. En vrai, tu te réveilles trop tard, ça passe trop vite. Et je pense aussi que les sorties d'autoroute, plus tu les prends tard, plus ça te demande un coup de braquet qui, en fait, parce que t'as une espèce de force qui fait que plus tu vas rester dans un métier qui te plaît pas, mais tu as quand même ce carnet d'adresses, donc les chasseurs de tête vont t'appeler pour ce métier, les gens vont te parler de choses connexes à ce métier, ça demande une énergie de plus en plus folle. Donc ça vaut le coup ben ouais, c'est vrai, t'as raison, ce que tu disais, peut-être de s'auto-checker régulièrement et de se dire, est-ce que je suis heureuse, etc. C'est pareil avec ton chéri quand on a en fait, d'être célib ou pas. D'ailleurs, être célib, ça peut être canon aussi, c'est un moment pour soi, c'est excellent. Enfin, je sais qu'en ce moment, avec le Covid, c'est pas forcément facile, mais le Covid, on va en sortir, plus qu'un an. Allez hop, faut faire fructifier ce temps-là. Et en disant, bah, je m'auto-check, et si je peux pas remplir toutes les cases qui sont importantes pour moi, comment je remplis les autres? Mais tu peux pas laisser le quotidien se faire envahir. Moi, je l'ai trop laissé, tu vois, et notamment chez L'Oréal, je faisais que bosser. Et c'était pas moi. Et donc, faut vraiment se dire à un moment, est-ce que je signe pour ça sur si longtemps? Et voilà. Et en fait, non, et je finis par un truc un peu plus grave, etc. Et tu me diras, mais en fait, en vrai, j'ai des amis, tu vois, moi j'arrive à un âge aussi à la quarantaine où tu as beaucoup plus de questions qui se posent. Et j'ai des amis qui affrontent des maladies, des cancers et des trucs comme ça. Et je te jure que c'est hyper précieux de se dire, la vie, tu sais pas ce qu'elle t'apporte, il faut se battre pour en faire quelque chose de kiffant. Faut pas lâcher, il faut le faire vite parce que, entre guillemets, les emmerdes, ça a tout le temps de venir après. Donc voilà. C'était justement ma question parce que donc quand tu dis bah, qu'après t'es sur ta route, un peu l'autoroute en fait, où voilà t'es lancé, c'était exactement ma question parce que finalement quand t'es jeune, t'as rien à perdre entre guillemets, bah t'as pas de prêt immobilier, t'as pas d'engagement, t'as pas forcément de mariage à payer, t'as pas d'enfant. Donc c'est facile de se lancer parce qu'on n'a rien à perdre. Mais quand tu as 40 ans, que tu es enceinte, que sûrement tu as un prêt immobilier, enfin comment t'as fait, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Parce que j'imagine ça doit faire super peur. Tu sais que tous les mois tu as un salaire confortable, tu as pas mal d'engagement et puis là tu as un enfant qui arrive et t'envoies tout valser pour te lancer. Alors, j'en vois tout valser à nouveau de façon mesurée. Comme je te dis, j'ai des investisseurs qui sont venus me voir. Donc, je me suis dit, je me lance dans une aventure et peut-être qu'on arrêtera, alors peut-être pas 3 mois, il m'aurait laissé le temps de vivre, mais peut-être qu'on arrêtera dans 6, 9 mois, un an. Mais déjà, je me suis dit, le jeu vaut la chandelle. Deux, tu vois, je l'avais déjà fait entre guillemets. Moi, j'ai entre guillemets remboursé mon école de commerce. Je me suis payée entre guillemets vraiment haute. Enfin, j'ai pas eu un centime de mes parents qui pouvaient pas me donner des sous pour l'IFM et j'ai voilà complètement sponsorisé mon IFM. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur moyen de dépenser ses sous que de les dépenser sur soi. En vrai. Donc oui, j'ai pris des risques, mais des risques mesurés. Comme je t'ai dit, je suis pas partie sans rien. J'avais un investisseur. Deux, en France. Alors attention, il y a des aides, il y a le chômage. Moi, je suis allée voir la BPI. Il me disait, bah, le premier financeur de start-up business angel en France, ça s'appelle le chômage. Donc c'est vrai aussi. Non, mais tu vois, c'est là vraiment la différence quand tu vas à Londres. Moi, j'ai des amis. Voilà, toi, tu es à Londres. J'ai des amis aux US. Aux US, tu as une semaine de chômage et roule ma poule.
Donc, c'est absolument pas la même chose. Donc, en France, on a aussi cette chance-là. Il faut la mesurer et de se dire, si je veux lancer un business, ben, j'ai cotisé des années, c'est quelque chose, et tu peux avoir des ruptures conventionnelles ou des départs pour le chômage pour monter ta boîte. Donc ça, c'est quand même énorme. Donc, essayez-moi. Mes recommandations, c'est les suivantes. Un, y penser longtemps avant, et il faut le partager avec son plus one, ton conjoint, ton chéri, etc. Parce que c'est un engagement qui est vraiment hyper dur les premiers mois. Moi, j'ai trouvé ça très, très dur. Parce qu'en plus, j'avais la petite dans les pattes, c'était un bébé, on dormait pas, etc. Mais si, déjà, je pense que c'est très dur. Et il y a des fois, tu te dis, oh putain, je me demande si j'ai pas fait une connerie quand t'as signé à deux. Mais si t'as pas signé à deux, l'autre, il te lâche et là, tu deviens fou. Parce que ça te demande une fatigue. T'es tout le temps en train de penser à 200 trucs en même temps. Les challenges, ils sont énormes. T'arrives le soir, c'est une journée qui compte double. Il y a rien, il y a pas un moment où tu vas glandouiller machin, faut conquérir tel marché, il faut que j'ai tel rendez-vous, il faut que j'arrive à machin, tu te bats pour ta survie en fait. Tu as 6 à 8 mois pour survivre. Donc c'est vraiment en mode il faut faire ses preuves hyper vite tant pour les actionnaires que pour les marchés autour. Et donc en fait, tu arrives le soir, tu ressembles à rien, tu es une loque et tout, et nous on avait le bébé qui dormait pas, c'était un peu Beyrouth à la maison. Donc un, faut être OK avec son plus one. 2, il faut en avoir le pressentiment et l'envie à 200%. 3, quand même un peu de sous de côté, on va pas se le cacher. Donc, c'est bien de faire des économies un peu avant, de garder quand on a des petits bonus, des machins, des trucs, de se renseigner auprès des organismes d'État, quelle est l'aide que je peux avoir. Donc, est-ce que c'est aussi coller une petite formation avant de se lancer vraiment? Là, tu vois, j'ai une copine qui justement se pose des questions existentielles et je lui disais, mais attends, toi, tu t'intéresses à ça? Regarde, ça fait 3-4 ans que tu n'as pas utilisé tes crédits de formation. Va faire 6 mois de formation, tu te formes, elle voulait se faire monter son site, etc. C'est comme ça, en même temps, pendant que tu fais, tu vas pas avoir 8 heures par jour de cours, hein, c'est 4-5 heures par-ci par-là. L'autre moitié du temps, tu réfléchis à ton business plan, tu fais une espèce de 2 en 1. Quand tu es en formation, tu es payé et tu as appris un skills qui va te servir après. Et là, à ce moment-là, tu lâches ton job et tu pars dans la grande aventure. Il y a une espèce de stock tampon, et moi qui a été mon congé mat, de 4 à 6 mois. Moi, j'ai pas arrêté pendant le congé mat. J'ai bossé, j'ai embauché mon équipe et tout. Mais il faut pas se dire, lundi, je démissionne, mardi, je commence la boîte. Non, non, non. C'est 6 à 8 mois avant, tu réfléchis au truc, tu le bosses en sous-marin le soir et les week-ends. Et quand tu as démissionné, tu sais déjà à peu près de combien d'argent tu vas disposer, pendant combien de temps, que ton idée elle est pertinente, voire déjà, tu as déposé, si c'est un site internet, le nom à l'INPI et tu as réservé le nom de domaine. Tu vois, ça, c'est des trucs, c'est bien. Parce que si tout résonne et qu'après t'es là, ah mince, le nom de ma boîte qui faisait tilt, en fait, il est pas dispo et que tu repères 3, 4, 5, 6 semaines, 2 mois à repenser un nom pour le déposer. Moi, je suis, entre guillemets, j'ai entrepris vieille. Donc, c'est ça l'avantage d'avoir 40 ans, c'est que t'as un peu le réseau et t'as les bons réflexes. Si on est jeune, moi, je conseille beaucoup de s'entourer de mentors, de gens qui acceptent d'avoir un peu de temps pour vous et de vous donner un rendez-vous par-ci, par-là. Alors maintenant, c'est bien, en plus, ça s'est vachement démocratisé, Skype, Zoom, conneries. Avant, c'était un peu plus des cafés. Mais en vrai, te dire, une fois par mois, ben, cette personne, et j'offrirai une bouteille de champagne à Noël, mais une personne qui est reconnue, que tu admires, avec qui tu as un bon fit, tu te dis, bah voilà, j'en suis là, je suis bloquée à cause de ça. Est-ce que vous avez le carnet d'adresse pour me dégoter le mail qui va bien? Est-ce que je perds mon temps là-dessus? Est-ce que vous pensez de ça, etc. Et donc, un espèce de mentor qui va te donner des points jalons, qui va t'aider à respirer. Ça, c'est hyper important parce que tout seul, c'est trop de choses. Ouais. Trop de choses à dépatouiller. Et donc ça, c'est un déj. Tu lui payes son déj, le mec, il prend sa quiche et en attendant, il t'aide. Et tu as un sentiment de donner aussi. Lui, ça le valorise. Il a un sentiment d'être un peu généreux, et ce qui est bien aussi, de passer le bâton, la transmission. Et toi, en 1 heure, tu vas gagner 5 heures de galérage tout seul ou de machin, ou d'avis contradictoires de tes copains qui n'ont pas l'expérience du mec. Donc, faut prendre quelqu'un d'assez capé, d'un peu plus vieux, qu'on a vu d'autres, qui a un carnet d'adresse, mais ça te fait gagner un temps fou. Et pour revenir sur les formations, justement, c'est le conseil que je voudrais donner et bien insister là-dessus. C'est que je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui attendent un peu le moment parfait. Ils se disent, en ce moment, je peux pas, c'est le Covid, voilà, je vais pas me lancer maintenant. Finalement, c'est le moment de se lancer parce qu'il y a tellement de choses à faire avant que ça ait lieu. Que voilà, ça prend quand même un peu de temps de créer son site, réfléchir à sa marque. Et donc, en fait, on peut le faire dès maintenant. Et justement, moi, j'ai créé une formation pour faire son e-shop soi-même. Parce que l'idée, c'est justement, voilà, j'ai créé le podcast, j'encourage les gens à se lancer et je me dis, bon, voilà, autant leur donner aussi les outils pour le faire, que ça soit accessible parce que tout ça, c'est assez cher en général. Oui, voilà, je trouve que c'est bien de conseiller de se lancer parce que même, par exemple, un shooting pour sa marque, il faut réfléchir au photographe, au lieu,
aux pauses. Enfin, il faut penser à tout et ça prend beaucoup de temps. Donc, je trouve que c'est important de se dire que même si c'est pas le moment, bah, finalement, ça va mettre un peu de temps. Donc, le moment parfait, il sera peut-être quand les auditeurs auront terminé, quoi. Et je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve que ce temps du Covid, même si comme tout le monde, j'en ai marre, j'en peux plus, je râle tout le temps. Bon, voilà, c'est très français aussi. En vrai, c'est un temps parfait pour faire d'autres choses. Pour essayer de, voilà, moi je te dis, ça a été le bouquin, mais en ce moment, je suis en train de lancer un autre projet de marque. Il faut se former. Et maintenant, il y a plein de formations online. Il faut arrêter. Il y a peut-être 2 ou 3 ans, c'était la galère. Là, il y a plein de trucs qui se mettent online et qui vont continuer online. Si tu pouvais revenir en arrière et te donner un conseil pour te faire gagner du temps, quel serait-il? Mon conseil, c'est de trouver des mentors plus vite. Voilà, oui. Voilà, je vous ai dit là, voilà, je pense que c'est important et je l'ai pas fait au moment du lancement de prescription, mais j'étais assez sûre de ce que j'aime, mais même en général, même si tu es en corporate, dans ta carrière, ça aide en fait. Et moi, j'avais vraiment ce côté, je suis assez indépendante de nature, j'ose pas trop solliciter les gens. Et en fait, c'est vraiment venu là avec prescription. Il y a des moments où je me sentais paumée et je me sentais aussi plus légitime à aller voir des nanas qui avaient des postes qui m'impressionnaient. Tu vois, je me dis oh là là. Avant, je me disais oh là là, je vais squatter son café. Et en fait, et je me disais bon ben là, la boîte elle plaît bien. Je suis moi-même boss, voilà, de mon entreprise. Je me sentais plus légitime. Et en fait, c'est complètement débile. Faut pas, c'est pas une question de légitimité. Si la personne elle a pas le temps, elle va juste vous dire non très gentiment et c'est pas grave. Et c'est vrai que les gens ont pas le temps. Et ça se trouve, elle coach déjà 3-4 personnes. Elle peut pas non plus avoir son agenda trusté de rendez-vous, etc., etc. Mais ça se trouve, il y a alignement des étoiles. Vous allez avoir quelqu'un que vous admirez et qui aura du temps pour vous la semaine où vous avez besoin d'un bon conseil. Ce serait con de s'en priver. Oui, après, c'est aussi se dire que même si on a un refus, moi, je le vois par exemple avec mes invités, voilà, je lance des invitations et puis si c'est oui, bah tant mieux, c'est un super moment, je suis ravie pour les auditeurs. Et puis si c'est non, bah, ça ne veut rien dire sur moi, sur mon podcast. Voilà, faut aussi se dire que voilà, un non, c'est rien, ça ne change pas finalement le fond de ce qu'on fait, ça donne, enfin, ça va pas donner de valeur à ce qu'on fait, un refus. Exactement. Ça n'est ni une validation, exactement, vous demandez pas une validation, vous demandez un échange, exactement. Mais moi, ça m'arrive tout le temps encore dans le boulot. Il y a des marques ou des gens que j'approche pour le travail et je me dis, ah, j'adorerais tellement bosser avec cette personne et tout. Et hop, je me prends aussi des gros vents et c'est la vie. Et les gens sont busy, ils peuvent pas être partout et c'est voilà. Nous, il y avait même, tu vois, des marques, avec Laura, ma commerciale, avec qui on rigolait beaucoup en rendez-vous. Il y avait des marques un peu qu'on avait dans notre panthéon des marques qu'on voulait avoir dans la bosse. Et au début, évidemment, on n'était pas connus, pas existants, etc., etc. Et je disais, tu verras, plus tard, elles demanderont à venir dans la boxe. Et ça arrive aussi. Et c'est bien. Et je le prends pas du tout de manière aigrie, revancharde. C'est au contraire génial. Je dis, ah bah, tu vois, on a bien bossé. Et maintenant, voilà, on est désirable dans l'autre sens. Donc, c'est très cool. Oui, c'est le challenge. Oui. Alors, dernière question, c'est la question que je pose toujours à la fin de l'épisode. C'est quoi pour toi une reconversion réussie? Une reconversion réussie, c'est quand tu te rapproches un peu plus de qui tu es dans le fond de toi. Voilà, mais de toi dans tous tes aspects de valeur. Ça peut être le niveau de vie que tu peux avoir et que tu veux avoir, ta créativité, les gens que tu rencontres, l'impression d'avancer, ce côté se réaliser soi. Mais se réaliser, voilà, faut prendre en compte vraiment le fait quel est le niveau de vie que tu veux avoir, est-ce que tu veux voyager, on peut pas tout avoir, mais il faut te dire ça c'est vraiment le cœur de mon identité. Et là au contraire je me suis rapprochée, je me suis pas éloignée, je deviens un peu plus qui je suis dans le fond. Et ça c'est hyper important. À nouveau parce que le temps passe très vite. Mais ça, c'est vraiment un super conseil. Et c'est vrai que c'est ce que j'essaye de montrer dans ce podcast, c'est qu'une reconversion, c'est un chemin vers soi-même parce que petit à petit, on se rapproche de ce qu'on veut faire et on se rapproche de qui on est et on le fait pour nous et pas pour les autres. Oui, exactement. Et puis surtout, tu n'es plus, peut-être que les choix, tu vois, tu avais peut-être besoin d'être avocate à 23, 24, 25, 26, 27 et à 27 ans pour avoir l'illumination. Faut pas voir le reste comme des erreurs, c'est un chemin. Et justement, pour se trouver, pour se connaître, et on n'est pas la même personne. Je ne suis plus, heureusement, la même personne qu'à 20 ans, qu'à 30 ans et à 40 ans. Heureusement, sinon ce serait un peu flippant. Et en fait, c'est ça aussi. C'est pas forcément aussi qu'on s'est perdu, c'est qu'au départ, je pense que les cartes sont très brouillées. Je pense que c'est très dur de trouver sa voie. Donc la voie qui vient, c'est la voie familiale. Bon, ben, ok, voilà. Ou sauf si on a quelqu'un que vous admirez beaucoup très jeune, ou une révélation. Donc on fait des trucs par
affinité, facilité, on se retrouve embarqué et après ça va très vite. En fait, tu as fait des études, bip, t'es diplômé, faut bosser. Et en fait, faut se dire aussi, c'était peut-être moi à 20 ans de faire des études de droit, ça n'était clairement plus moi à 25, ça n'était plus moi à 30 ans et voilà, et à 30 ans, j'avais plus envie d'être dans un énorme organigramme de boîtes de cosmétos et à chaque peut-être que tous les 10 ans, faut pouvoir aussi se checker. Ouais, exactement, se checker, se dire, j'étais peut-être pile mais comme finalement en amour aussi, t'es peut-être avec vraiment la bonne personne à 20 ans, est-ce que c'est la même à 30? Mais tant mieux si c'était la même dès le début, faut voir. Et après, est-ce que c'est la même à 40? Et si c'est pas la même à 40, il y a 2 options. Soit tu fais des petits mouvements en disant, j'arrange mon couple, je le réinvente, on regarde un petit peu tout ça, etc. On essaie de le réinventer. Et c'est beaucoup plus facile de lâcher un job que de lâcher un mec, et encore plus quand il y a des enfants, mais néanmoins. Ou alors de te dire, en effet, non, c'est plus le bon, on n'est plus les mêmes personnes, et il faut savoir avancer. Et ça, c'est un super conseil de se dire, parce que moi, je sais que j'ai eu beaucoup la question, t'as pas l'impression d'avoir perdu du temps à faire toutes tes années de droit. Et finalement, il faut se dire que c'était une chose, ça nous a plu, et maintenant on est quelqu'un d'autre, et peut-être que dans 10 ans, on fera quelque chose de totalement différent. Et c'est OK, en fait, c'est juste qu'on est, c'est en accord avec soi à ce moment-là, et qu'on peut changer aussi. Ça veut pas forcément dire qu'on a mal fait avant. Ouais, exactement. Exactement. Et puis le droit, en plus, tu vois, j'ai envie de te dire, ça doit bien te servir pour monter une boîte, regarder des statuts, etc. Non, mais je pense que tout se transforme. Et que on est tous en perpétuelle évolution. Certaines personnes sont au bon endroit au bon moment. Moi, je me suis trouvée à certains moments, puis reperdue à d'autres, où je me suis rendu compte que je me suis trouvée partiellement. Et à chaque fois, je suis à la recherche de la moitié qui me manque, du challenge d'après, de l'excitation des débuts. Voilà, c'est aussi des personnalités. Merci beaucoup, Sarina. Je mettrai tous les liens dans le détail de l'épisode, de ton livre, de ton Instagram, de Prescription Lab, évidemment. Vraiment, un grand merci. J'adore ton énergie. Tu m'as donné vraiment beaucoup de motivation et d'énergie. Ça rebooste. J'espère. Je t'embrasse et je te dis à bientôt. Et voilà, fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si vous souhaitez prolonger la discussion, vous pouvez rejoindre le groupe privé Facebook du podcast. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Si vous cherchez toutes les notes avec les références de l'épisode, allez dans le détail du podcast. Aussi, si vous souhaitez retrouver ma formation pour créer votre boutique en ligne, rendez-vous sur www.clairvirose.podia.com. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions, n'hésitez pas à le faire sur Instagram ou YouTube sous le pseudo Claire Virose. Dernière chose, un truc qui compte énormément pour moi. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à le partager sur les réseaux sociaux. C'est ce qui permet de donner le plus de visibilité à ce podcast et d'aider un plus grand nombre.